Donc, nous organisons la Journée internationale des forêts en collaboration donc avec le club Bioforest de l'Université de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous avons avec nous sur la plateforme donc Monsieur Sergio euh, qui va donc nous parler du club Bioforest, nous présenter le club Bioforest et nous parler un peu de leurs activités pour qu'on puisse faire connaissance avec leur structure. Euh, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette conférence qui va parler de la Journée internationale des forêts. Je me présente, je suis Sergio Kadi, étudiant à l'Université de Kinshasa. Je fais la biodiversité et forêt en sciences agronomiques et environnement dans le département de gestion des ressources naturelles. Je suis aussi membre du club Bioforest dont j'exerce poste de secrétaire adjoint. Alors, avant de vous parler du club Bioforest, j'aimerais un peu parler du contexte à laquelle nous avions pris cette initiative pour créer Bioforest. Alors, nous savons tous, le monde est confronté à beaucoup de menaces dont euh, les, les- plusieurs sont les activités anthropiques. Nous allons d'abord vous présenter la raison pour laquelle nous avons été créés. Alors, Bioforest a été créé pour répondre aux enjeux environnementaux plutôt. Nous avions constaté qu'il y a eu beaucoup des activités anthropiques qui causent la perte sur la dégradation de nos écosystèmes forestiers. Notamment, nous avions la dégradation des écosystèmes forestiers qui fait en sorte qu'il y ait perte de nos écosystèmes. Il y a l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui pèsent sur notre environnement. Il y a les gaz qui sont émis dans l'atmosphère, notamment le dioxyde de carbone et tant d'autres. Là, vous voyez sur la photo, nous avons représenté comment est-ce que les activités anthropiques influent sur la santé de notre environnement. Là, les gaz qui sont en train de monter. Et il y a une autre conséquence, la perte dramatique de la biodiversité. De nombreuses espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Ici, notamment, voyons à cause de la perte, à cause de la destruction construction des habitats, et le développement de la croissance humaine, tout ça cause la perte dramatique de la biodiversité. Il y a aussi la perturbation des cycles de l'eau, qui influe sur le climat, qui fait en sorte qu'il y ait une augmentation de chaleur dans notre pays, dans notre continent et partout dans le monde. Alors, face à ces défis, nous avions prendre l'initiative de créer notre club Bioforest qui accompagne la communauté estudiantine ainsi que les écoliers à l'échelle nationale dans leur stratégie pour activer les initiatives de la gestion durable. Nous sommes implantés à Kinshasa, dans l'université de Kinshasa, bien sûr. Le club de forest a été créé en 2024, en avril, et nous avions mené plusieurs activités dans la ville ainsi que dans les écoles, universités et tant d'autres. Alors, notre vision est de créer une communauté dynamique et diverse dans la recherche scientifique et la vulgarisation des ressources naturelles. Nous offrons aussi aux membres et aux personnes concernées de nombreuses opportunités d'apprentissage et de développement des compétences. Là, il y a une photo qui montre comment est-ce que nous sommes proactifs dans la gestion des ressources naturelles. Nous étions allés pour commémorer
une journée le 5, le 5, pardon, le 5 juin, journée de l'environnement. Il était question d'aller faire une visite au jardin botanique de Kissambi. Notre mission est de mobiliser les étudiants à lutter pour la conservation de la biodiversité et forêt. Cette mission est assignée dans le souci d'atteindre la vision ambitieuse du club afin d'accéder à un monde durable. Pour ce faire, nos principaux axes d'action sont les suivants. Euh, Nous sensibilisons et nous éduquons plusieurs communautés sur l'impact des activités anthropiques sur l'environnement. Là, vous voyez la photo où nous étions dans une école à Kinshasa, où nous avions essayé de parler de l'importance de l'arbre dans, dans la vie de l'être humain. Nous avons fait montre aux enfants comment est-ce qu'on peut, comment garder, protéger la nature, comment protéger l'arbre. Voilà, nous menons aussi des campagnes de reboisement. Et, voilà, ici, nous étions allés pour essayer de planter des arbres dans une école. Parler. Alors, une autre mission, c'est de faire entendre la voix des étudiants engagés pour la protection de l'environnement. À chaque fois, Bioforest organise des exposés avec les étudiants, des rencontres pour parler de la question environnementale et des challenges sur la biodiversité pour inciter les étudiants à avoir le souci de lutter contre les impacts qui causent la déforestation. Alors, nous avons plusieurs domaines d'activité, notamment la sensibilisation et l'éducation. Nous informons le public de tout âge sur les sujets environnementaux tels que le réchauffement climatique, la gestion durable de la biodiversité, l'exploitation forestière et tant d'autres, et même sur les énergies renouvelables et la valorisation des produits forestiers. Alors, il y a aussi la biodiversité et climat, il y a aussi l'innovation verte, il y a aussi la restauration des zones naturelles où nous essayons de chercher des espaces dégradés pour restaurer et chercher aussi des espaces pour faire de la forestation. Alors, ça, vous voyez, quelques activités que nous avions eu à réaliser euh, dans le pays. Je vais essayer de rentrer derrière. Voilà. Ce sont les activités, les affiches des activités que nous avions organisées. Le Bioforest a organisé une conférence sur la biodiversité avec le thème de la conservation de la biodiversité et développement socio-économique. Nous avons essayé de concilier les deux thèmes. Il y a aussi à gauche, il y a l'affiche sur la journée mondiale de l'arbre. Le Forest a essayé de sensibiliser les élèves. Et voilà. Voilà. Le Forest collabore avec plusieurs structures, notamment le Climate CS Expertise, qui œuvre pour le climat. Il y a aussi le Centre de recherche en biodiversité forêt tropicale, qui est présentement à l'Université de Kinshasa. Il y a Agrobiodiversité Association et SIA, qui est aussi organisateur, qui est aussi ici avec nous. Voilà, nos perspectives à venir, c'est nous comptons devenir une ONG pour mobiliser plusieurs ressources et renforcer notre engagement pour un avenir durable
dans le social, dans la gouvernance de l'environnement et tant d'autres. Essayer d'équilibrer une parité et avoir une prise de décision de manière collective sur la vie d'équipe et les réponses aux appels d'offres. Alors, Bioforest est engagé dans la préservation des forêts, de la biodiversité pour amplifier nos efforts. Nous recherchons des partenaires prêts à nous soutenir, qu'il s'agisse d'entreprises, d'organisations ou d'individus. Bioforest a besoin de votre aide, qu'elle soit financière ou matérielle, basée sur une expertise, pour nous permettre de mener à bien campagne de reboisement et initiatives éducatives des projets de conservation. Alors, soutenir le club Bioforest, c'est devenir acteur du changement et contribuer à bâtir un avenir durable. Merci pour votre attention. On revient, on va voir concernant la forêt et son importance, les multiples usages de l'arbre, ainsi que les fonctions de la forêt, la gestion de la forêt et comment prendre soin de cette forêt, les conséquences de la déforestation et du braconnage et leur impact sur les forêts. Je me présente tout d'abord. Moi, c'est Abdelaziz Ben Mohamed. Je suis retraité de la Direction générale des forêts depuis le 1er février 2025. Bon, durant ma carrière, j'ai travaillé euh, en Tunisie et dans divers pays aussi. Alors, concernant mon intervention, ça sera sur la gestion forestière et à l'occasion de la Journée internationale de la forêt qui est instaurée, seulement une petite rectification, là je vais rectifier là pour Gina, là ça a été instauré le 21 mars 2013. Ça a été par l'ONU en 2012. Ils ont proposé cette journée internationale des forêts et ça a été la première année qui est célébrée, ça a été le 21 mars 2013. Et la journée internationale de la forêt qui est instaurée par l'ONU, c'est pour mettre en lumière les enjeux auxquels la forêt est confrontée. Alors, pour la forêt, tout d'abord, la forêt est un écosystème constitué principalement d'un peuplement d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux. Aussi, elle, elle est un ensemble aussi des autres espèces qui sont associées, espèces animales, des micro-organismes. Elle comporte aussi les plantes aussi. Alors, pour le Gabon, d'après mes recherches, c'est 88% du territoire du Gabon est couvert par des forêts tropicales luxuriantes. Pour l'arbre, elle a plusieurs usages concernant les feuilles. Elle peut être un fertilisant pour le sol, aussi un habitat pour les insectes et les champignons, ainsi qu'on peut utiliser l'arbre comme, euh, c'est-à-dire bois de chauffage. On peut utiliser aussi de l'arbre des produits comme, c'est-à-dire des produits industriels comme la fabrication des, des, euh, des papiers. Aussi, elle peut aussi être utilisée pour la sciure, pour fabrication des portes, pour fabrication des bateaux aussi. Alors voilà, dans ce slide, vous voyez que pourquoi, c'est-à-dire on peut exploiter
un arbre, c'est-à-dire il y a, si, premièrement, si un arbre va gêner un autre, on va la couper. Aussi, s'il y a une qui est mûre, qui est apte à être récoltée, on va le récolter aussi pour une mauvaise santé, par exemple. Parfois, s'il y a des arbres qui sont, c'est-à-dire attaqués par un dépérissement ou bien une maladie, on doit les couper aussi. Et pour la conservation d'un arbre, elle a plusieurs avantages. Premièrement, c'est-à-dire on va conserver l'arbre pour produire du bois et cet arbre sert à favoriser la biodiversité, va être aussi un habitat pour les oiseaux, va être habitat pour les microphones, ainsi, ainsi que l'arbre joue un rôle important dans notre vie puisqu'elle est un beau accueillant dans notre vie. Alors, je passe pour c'est-à-dire l'exploitation de la forêt. Il y a quelques travaux d'exploitation forestière. Bon, on l'appelle aussi des travaux sylvicoles qu'on passe par tout d'abord l'étude, le martelage, la coupe de bois, le débardage et aussi l'utilisation dans l'industrie. Pour les fonctions des forêts, bon, le bois est un matériel écologique pour fabrication de meubles, de construction. On utilise aussi comme bois d'énergie. Aussi, l'arbre joue un rôle important pour le stockage du carbone. Entre, il y a une étude qui dit entre 50 et 100 ans par le bois coupé selon l'OFB, c'est-à-dire il stocke le carbone, du carbone. Aussi, comme on a expliqué que l'arbre joue un rôle important pour la production de la biodiversité. Et vous voyez dans ce schéma-là, c'est-à-dire comment ça se passe, le bois d'énergie. On peut, après le bourrage, on peut l'utiliser. Aussi, il y a le bois d'œuvre. Aussi, il y a le bois d'industrie aussi pour la construction des pâtes à papier, des panneaux. C'est-à-dire l'arbre toujours a un rôle très important dans notre vie. On passe aussi pour l'arbre aussi joue un rôle important pour l'accueil du public dans les parcs, aussi elle nous offre de l'oxygène et elle absorbe le carbone. Alors pour la gestion durable de la forêt, on doit amener à un aménagement forestier qui passe par la feuille, qui est une feuille de route. Et la gestion durable, c'est en général, c'est-à-dire euh, c'est avoir un couvert continu des plantes qui sont des, avec des espèces mélangées et avec un couvert végétal en maintenant les arbres qui seront des habitats pour les pour les microphones et aussi, c'est-à-dire exploiter seulement les arbres qui sont aptes à être récoltés, c'est-à-dire qui sont les arbres qui présentent, c'est-à-dire présentent l'aspect euh, d'être d'être utilisé dans le sillage ou bien d'être utilisé pour l'industrie ou d'être utilisé euh, pour d'autres usages. C'est-à-dire, on ne coupe pas les arbres comme ça, c'est-à-dire, on doit couper seulement les arbres parce que, suivant des règles et, et quand elle atteint, c'est-à-dire un diamètre suffisant pour l'exploitation.
Bon, j'ai parlé aussi de l'objectif, c'est de gérer d'une manière durable les forêts relevant des régimes forestiers pour permettre à la société de bénéficier pleinement de tous les services offerts. Aussi, le plan précise les essences à privilégier, comme j'expliquais, les plantations envisagées et la régénération à obtenir. La quantité, il qualifie et planifie les récoltes du bois et les travaux forestiers à réaliser. Et ça rentre dans la gestion durable de la forêt. Voilà, dans ce slide, comment ça se passe, c'est-à-dire euh, depuis la préparation de sol et le semis jusqu'au la coupe rase. Et ça, ce slide, ça présente la préparation, le semis ou la plantation. Ensuite, il y a à partir de 10 ans, on peut faire l'éclaircie pour donner, c'est-à-dire euh, aux arbres de se régénérer plus. La, deuxi- le- la deuxième éclaircie, ça peut être entre 17 et 20 ans. Le troisième et le cinquième éclaircie, tous les 5 ans, c'est-à-dire après le 20 ans, on peut, à chaque 5 ans, on fait l'éclaircie. Alors ici, et après, à partir de 45 ans, on peut faire la coparase et la coparase aussi se fait, c'est-à-dire aussi pour une raison sanitaire, s'il y a par exemple une forêt ou bien un arbre qui est attaqué par une maladie, si ça sera une coupe sanitaire, ça sera une coparase ça sera hors du sol. Et, et suivant, c'est-à-dire les critères et les indicateurs que qu'on va, c'est-à-dire utiliser cette, c'est-à-dire gestion durable de cette forêt. Bien sûr, on doit tenir compte des objectifs, l'objectif social, l'objectif environnemental et aussi penser à la régénération de cette forêt. Alors voilà, c'est-à-dire quelques définitions pour l'éclaircie, l'élagage, la copras. Voilà comment vous voyez l'éclaircie, consiste à abaisser régulièrement la densité des jeunes arbres sur une surface forestière en récoltant les arbres les moins prometteurs pour permettre aux plus vigoureux de se développer. L'élagage, c'est une opération qui consiste en la coupe ou délimiter le développement. La couperage, c'est certaines branches vivantes ou mortes d'un arbre pour en orienter l'opération radicale qui consiste à abattre la totalité des arbres présents sur une parcelle. Et voilà quelques schémas, vous voyez, on a besoin de prévenir les risques naturels. Alors, pour faire la prévention, on doit planter des arbres qui résistent à la sécheresse, surtout en face du changement climatique. Alors, on va utiliser, par exemple, pour les feuillus comme le chêne vert, les caducs, les érables et les conifères, on utilise le cèdre. Pour les arbres qui résistent aux incendies, on va planter comme exemple des chênes-lièges, des ornes rouges et des peupliers faux-trembles. Aussi, il y a dans la stratégie de la prévention des risques naturels, si on doit préserver les dunes, lutter contre l'ensablement, il y a plusieurs méthodes qui se sont utilisées. Soit, par exemple, chez nous, il y a, par exemple, on a lutté contre l'ensablement par la création la création des
Enfin, on a fait des aménagements de travaux par la création des cordons et se sont utilisées les branches qu'on a coupées durant l'éclaircie, par exemple, ou bien durant c'est-à-dire les branches restantes. On les a utilisées comme des cordons pour lutter contre l'envahissement de sable. En plus, il y a la plantation des arbres qui sont résistants à l'envahissement de sable, comme des cactus. Et, c'est-à-dire cette méthode, on les a utilisées dans le littoral de la Tunisie et ça a donné des excellents résultats. Aussi, comme travaux de prévention contre les incendies, on a fait des tranchées par feu, on a fait des léants, on a aussi éliminé, c'est-à-dire les mauvaises herbes, surtout au bord des routes, pour éviter et limiter les incendies. Alors, la forêt a besoin qu'on prend soin, c'est-à-dire, voilà, quelques, c'est-à-dire, propositions, c'est pour prendre soin de la forêt, on doit éviter l'introduction des espèces invasives, on doit protéger la forêt contre les maladies et les incendies, on doit mener une gestion adéquate pour les peuplements forestiers. Aussi, on doit faire la sensibilisation aux populations et faire respecter, c'est-à-dire les sentiers euh, dans les forêts, ne pas, ne pas c'est-à-dire propager la population, par exemple, la pollution plastique, par exemple, durant les promenades, euh, et aussi, on doit conserver la biodiversité en conservant la forêt. Alors, passons à la conservation de la biodiversité qui est euh, une base essentielle dans notre vie. On doit maintenir l'équilibre forêt-gibier en luttant contre le braconnage et la déforestation. Et vous savez très bien, c'est-à-dire que la déforestation cause la dégradation des sols et par conséquent, c'est-à-dire les sols seront devenus pauvres et aussi a un impact très dangereux sur la biodiversité. Aussi, pour la conservation de la biodiversité, on doit conserver les arbres morts pour les insectes et les oiseaux comme habitat, ainsi de protéger les sols forestiers et les cours d'eau contre la pollution. Et ça, c'est important pour la conservation de la biodiversité. Alors, il y a beaucoup d'innovations qui sont utilisées pour l'étude ou bien pour la protection de la forêt. Il y a parmi les innovations dans les études, il y a l'imagerie satellite, il y a la drone qui est utilisée pour détecter, par exemple, les incendies, aussi pour nous donner une idée sur l'état de la forêt existante. Aussi, il y a le SIG, le système d'information géographique, qui est utilisé aussi pour la cartographie des forêts. Il y a des capteurs environnementaux, il y a la big data et actuellement, il y a l'intelligence artificielle qui est maintenant, c'est-à-dire utilisée pour la conservation forestière ou bien pour les études des forêts.
il y a des conséquences il y a des impacts de la braconnage de la forestation, surtout concernant les espèces. Il y a 70 et 90% des espèces, des plantes et des plantes à fruits qui dépendent des animaux. C'est-à-dire, si on va faire le braconnage, il y a à chaque animal qui est battu ou bien qui est chassé, il y a une perte de 70 à 90% des espèces de plantes qui dépendent de ces animaux parce qu'en le mangeant et après, il y a les graines qui se sont, c'est-à-dire jetées par leur crotte et c'est comme ça que la forêt se régénère naturellement. Aussi, d'après les études, ils ont constaté que les graines poussent mieux après qu'elles seront, c'est-à-dire consommées par les animaux et ingérées, ingérées. Par exemple, il y a les éléphants jouent un rôle très important pour l'existence de certaines espèces. Aussi, voilà une photo concernant c'est-à-dire la déforestation. Et voilà, il y a aussi, on veut parler aussi que nos collègues, il y a beaucoup de nos collègues qui se sont décédés durant leur activité. Et ce sont les risques du métier, ce sont les risques des forestiers. Moi aussi, en 2015, lors d'une mission de lutte contre le braconnage, on m'a tiré dessus, mais voilà, je me suis sorti sans et merci à Dieu. Et voilà, en conclusion, voilà, bon, je veux conclure concernant les arbres là qui se sont intéressantes. Et voilà, les arbres représentent une structure vivante fondamentale qui soutient d'innombrables formes de vie et nous relie directement au cycle naturel essentiel à l'existence, selon l'Office national des forêts en France. L'un des services écosystémiques le plus essentiel qu'il offre est la production d'oxygène et chaque petit geste compte pour prendre soin de la forêt pour la préserver. Alors l'arbre, vous voyez qu'elle sert aussi comme un abri pour les animaux. Elle aussi absorbe le CO2 et nous fournit l'oxygène. Alors, et en conclusion, c'est-à-dire c'est nécessaire de préserver et de conserver notre forêt pour l'humanité. J'espère que je n'étais pas long durant mon intervention. Je vous remercie de votre écoute. Je vois déjà une main levée, je vois lien ouvert à sa main levée. Vous pouvez garder votre main levée, ne la baissez pas. Mais avant de continuer, avant de vous donner la parole, j'ai envie de demander à Monsieur Jafet Ndoko, qui a levé sa main très tôt après l'intervention de Monsieur Gergio, s'il peut ouvrir son micro et poser sa question, si c'était une question. C'est par rapport au reboisement, ils disent qu'ils travaillent également, ils ont plusieurs domaines, plusieurs champs d'action, ils travaillent également sur les reboisements. Quelles sont les espèces qui sont en train de reboiser? Et j'aimerais savoir un peu les espèces-là, après avoir reboisé, ils font régulièrement le suivi de ces espèces pour leur croissance. Pourquoi cette question? Cette question a été posée premièrement, on doit comprendre qu'avant de reboiser, soit faire les reboisements, on doit faire une étude écologique de l'espèce qui existait avant de reboiser. Quelles sont les essences qu'ils sont en train d'utiliser pour les reboisements? Est-ce qu'il fait après les reboisements, il fait régulièrement les suivis
Ils ont commencé les travaux, c'est mai 2024. Quelques activités qu'ils ont réalisées, ils n'ont pas trop de financement. Comment ils font pour, euh, suffisamment de suivi pour garantir la croissance réelle de ces arbres lorsqu'ils font des reboisements? Je peux m'arrêter là. Ici, nous sommes en train de planter des manguiers. Il y a des manguiers nous avons planté dans une école à Kimonza. Il y a plusieurs espèces que nous avons importées là-bas, notamment la cassia. Il y a aussi les eucalyptus, comme vous avez vu dans avec les photos que j'ai partagées. Et à l'université de Kinshasa, nous essayons aussi de pouvoir organiser un espace pour les pépinières. C'est un projet qui est en cours, mais je pense que nous avons pas mal planté des arbres depuis que nous avions eu l'initiative de créer notre club. Ok. Je pense qu'il voulait peut-être aussi savoir c'est quoi la motivation derrière le choix de ces arbres-là en particulier. Pourquoi vous avez choisi ces arbres en particulier? Ces Alors, espèces-là que vous avez choisies. alors, vous savez que les arbres fruitiers ont une importance capitale dans notre vie. Notamment, les arbres fruitiers permettent à ce que nous puissions aussi avoir le service d'approvisionnement. Quand on parle des services écosystémiques, les services d'approvisionnement, on voit cette ressource-là. Donc, c'est important que nous puissions aussi avoir le fruit autour de nous. Et l'acacia, les eucalyptus, ce sont des arbres qui sont beaucoup plus dans la restauration des sols, du sol. Parce que lorsque vous plantez les eucalyptus et les acacias, vous limitez au fait la dégradation du sol. Là où il y a les érosions, vous êtes en train de réguler au fait ces mécanismes. Là où nous étions, à lycée Kimwenza, c'est une école qui est beaucoup plus confrontée à des érosions. Des érosions. Alors, nous avons essayé de longer le long de cours d'eau parce il y a un cours d'eau qui est passé à côté. Nous avons essayé un peu de planter des espèces acacia, comme vous avez vu. En tout cas, c'était une très belle expérience. Je vais donner la parole à Lien Ouvert, je ne vois pas votre nom, et ensuite Monsieur Jean Félicien pourra prendre la parole et ensuite Docteur Moukani. Lien Ouvert, si vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Alors, je pense que c'est moi qui ai levé la main. Ça apparaît, il est ouvert là-bas. Bien sûr, donnez-moi votre nom, comme ça je vais changer. Alors, je suis Josué Ngombe. Je vous Ok, suis depuis Kinshasa, en RDC. ok. En tout cas, permettez-moi, avant de commencer, de saluer Kadi et toute son équipe. Et je suis très heureux aujourd'hui que ça aboutisse, en fait. Je les ai vus quand c'était encore un projet. Je suis chercheur au Centre de recherche en foresterie et biodiversité tropicale de l'Université de Kinshasa. Et je suis apprenant au programme de DEA en gestion de forêt et biodiversité. Mettre une précision par rapport à cette intervention, parce que l'idée aussi ici, c'est de contribuer. En tout cas, Acacia n'est pas une espèce qu'on doit encourager pour le reboisement en RDC. Il y a des raisons. Pourquoi? Parce que l'acacia, c'est une espèce qui acidifie les sols. C'est prouvé scientifiquement. Acacia, c'est une espèce qui pompe l'eau en grande quantité et du coup, ça fait en sorte que l'équilibre hydrique du sol est perturbé. Alors, moi, je pense que peut-être une proposition à mon ami Kadi et à son équipe, peut-être il peut migrer aux espèces indigènes, nos espèces communément reconnues dans nos communautés. Parce que c'est prouvé, comme mon ami l'a dit, je ne suis pas d'accord que l'unique espèce qui lutte contre les érosions soit les bambous. Non, non. Tout arbre lutte contre l'érosion parce que tout arbre fixe les sols. Et lorsqu'on fixe les sols, on combat l'érosion. Donc tout arbre
lutte contre l'érosion. Ce n'est pas seulement les bambous. Alors, je peux peut-être proposer à Kadi, à son équipe, de migrer vers les espèces indigènes, les espèces que nous connaissons déjà. Pourquoi? Parce que les espèces exotiques, c'est prouvé que ces espèces-là, bien que c'est à croissance rapide, mais ça nous amène des problèmes. Et le grand problème d'acacia, c'est l'acidification des sols et puis le fait que ça puise beaucoup l'eau. Et ça crée des conditions bizarres dans l'équilibre hydrique. Alors, Je vais maintenant donner donc la parole à Monsieur Jean-Félicien. Vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, vous m'entendez? D'accord. Merci, Abdel Aziz. Je t'ai écouté et je suis très ravi par rapport à vos communications qui m'enseignent aussi de temps à autre. Le partage est souvent important. J'ai juste Merci. deux petites questions. La première, c'est en lien avec, vous avez parlé des arbres qui résistent aux incendies. Je suis très intéressé. Et j'étais en train de me demander, est-ce que ce type d'arbres, il y a une bonne série qui ont déjà été utilisées pour voir l'effet exact contre les incendies? Je suis quelque peu étonné pourquoi est-ce que les Occidentaux qui sont enclins aux incendies réguliers les utilisent pas. Y aurait-il une raison qui expliquerait cela, d'après toi? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, j'ai entendu que tu as fait un tour au Gabon. Certainement, tu as dû découvrir le potentiel forestier du Gabon. Et je voulais savoir aussi, certainement, tu as dû entendre quelque peu parler du conflit homophone qui est très fréquent au Gabon. Et j'étais en train de demander, est-ce que tu as une idée tout petit peu par rapport à l'expérience que tu as quand même travaillé beaucoup dans les questions de protection euh, de la faune. Tu as une idée un peu du contexte gabonais? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que les éléphants soient désormais plutôt euh, très agressifs envers les populations humaines, du moins au Gabon? Dans nos forêts, c'est vraiment un problème. Nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour essayer d'atténuer ce conflit homme-faune. Régulièrement, on fait état de décès de Gabonais qui sont attaqués par des éléphants. Les éléphants viennent de plus en plus proches des villages, proches des populations, et il ne se passe pas 2 mois sans qu'on attende qu'il y a eu un décès lié à une agression d'éléphant. Est-ce que tu as une idée à peu près de qu'est-ce qui peut expliquer cela par rapport à ta expérience que tu as eue au Gabon et puis l'expérience que tu pourrais avoir un tout petit peu par rapport à tes passages dans d'autres pays? Je voulais un peu partager cette petite expérience avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Merci, Monsieur Jean-Félicien. Concernant c'est-à-dire la plantation des arbres bon, en Europe, bien sûr, c'est-à-dire d'après mes dernières informations, ils ont une nouvelle stratégie concernant c'est-à-dire la lutte contre les incendies par l'utilisation ou bien par la stratégie de la forêt, la sylviculture mélangée à couvert continu. Et ça a été utilisé en Finlande, en Allemagne, en Belgique. Et depuis les années, c'est-à-dire 50, c'est utilisé en France. C'est le fait d'utiliser, c'est-à-dire plusieurs espèces, ne pas utiliser une seule espèce parce que il y a du côté sanitaire, si il y a une maladie qui attaque cette espèce, elle va attaquer, c'est-à-dire toute la parcelle ensemble ou bien toute la forêt ensemble. Alors l'utilisation des espèces diversifiées aussi, ça lutte contre les incendies parce que c'est pas comme les conifères qui sont, c'est-à-dire
euh, qui sont faibles aux incendies que les conifères, par exemple, les feuillus, par exemple, comme les acacias ou bien comme c'est-à-dire c'est-à-dire les feuillus en général. À propos de votre deuxième question, c'est-à-dire concernant le conflit homme-faune, ça, c'est un problème, c'est-à-dire qui existe partout en Afrique, même chez nous, c'est-à-dire en Tunisie, bon, chez nous, c'est pas comme chez vous. Chez vous, si vous avez les éléphants, chez nous, il y a les prédateurs comme le loup doré d'Afrique, comme le sanglier. Nous avons des problèmes avec les agriculteurs. Bon, chez nous, on fait des battues administratives concernant le sanglier, à part les battues ordinaires pour la chasse. Pour vous, chez vous en Afrique, il y a plusieurs propositions concernant c'est-à-dire ce problème. Il y a le premier volet, c'est de faire une compensation pour les agriculteurs. La deuxième, c'est-à-dire de créer des aires protégées. C'est ce que j'ai suivi depuis depuis pas longtemps, c'est-à-dire créer des aires protégées qui sont loin c'est-à-dire des habitants. Mais parfois, il y a le problème qui existe, c'est-à-dire que le peuple ou bien les usagers sont, c'est-à-dire très près des aires protégées, et ils vivent, ce qu'on appelle les usagers des forêts, ils vivent, c'est-à-dire euh, dans les zones limitrophes des forêts, et ça, ce qui cause des problèmes entre, c'est-à-dire avec, par exemple, les éléphants, ce sont des agriculteurs. Il y a une proposition de faire des ruches, c'est-à-dire des abeilles. Il y a autre proposition de faire c'est-à-dire des détecteurs. Dès qu'il y a, c'est-à-dire des détecteurs qui détectent l'arrivée des éléphants, c'est-à-dire, il y a plusieurs méthodes, mais toujours, moi, je pense que, c'est-à-dire, la seule solution, c'est la sensibilisation. On doit faire recours à la sensibilisation c'est-à-dire des peuples, des populations, pour, c'est-à-dire, participer à la conservation de la forêt, à la conservation de la faune. Et sans ces peuples, et sans la population, on ne peut pas arriver à la conservation adéquate de nos forêts. Merci, Mais Monsieur pourquoi ils Benoît. sont-ils agressifs? Pourquoi sont-ils si agressifs désormais? C'est peut-être la Ah, bonne question. ils sont agressifs parce que, vous savez là, parce qu'on est entré dans leur habitat, on a détruit leur habitat. Ok, c'est bien. Yeah. Je crois Je, que je, Hein? c'est la je bonne Parce que réponse. à cause de la déforestation, à cause c'est-à-dire de la coupe des arbres, à cause des Mais c'est mines, encore à cause de la 88% chasse. chez nous. C'est encore 88% chez nous. Ah oui, C'est 0,01% le prélèvement. Vous voyez, c'est là où la question elle est pertinente. oui, 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 c'est vrai, parce que alors avant on n'entend pas, c'est-à-dire cette agressivité-là, parce que elle était calme dans son habitat. Alors maintenant, avec la chasse, avec les mines, avec la déforestation, c'est-à-dire si l'humain, moi, c'est-à-dire dans la dernière, bon, j'ai fait une intervention dans le salon de l'environnement à Paris. Il y a une question qui m'était posée sur la Tunisie. Est-ce qu'il y a Est-ce que vous pensez d'introduire des prédateurs, parce qu'on a beaucoup de sangliers, il y a une explosion de sangliers. Alors je lui ai répondu entre parenthèses, nous avons suffisamment de prédateurs. Et elle m'a répondu, elle m'a compris, elle m'a dit, les prédateurs à deux pas, hein, à deux pieds. Là. Nous avons beaucoup. C'est l'homme qui a causé cette agressivité. L'animal, il est calme,
sans, c'est-à-dire qu'on le touche. Alors si on entre dans son habitat, si on détruit son habitat, c'est-à-dire il ne va pas rester calme, hein. Alors c'est pour cela que je parle de la sensibilité, de la sensibilisation, que la sensibilisation joue un rôle très important pour la conservation de notre faune, pour la conservation de notre forêt, pour la conservation de notre biodiversité en général. Et merci hein, pour vos questions. Merci. Merci. Ok, merci pour ces questions et merci pour les éclaircissements, Ben Mohamed. Euh, je crois que ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que les éléphants ont quand même une mémoire d'éléphant et une fois qu'ils ont été attaqués par peut-être un braconnier, ça peut créer ce genre de comportement, de réaction. Parce que j'ai eu à échanger avec pas mal Mhm. de conservateurs qui me disaient que les éléphants sont plutôt très, très calmes. C'est peut-être difficile à croire, mais apparemment, c'est le cas. Je Oui, vais oui, donner la parole à Dr Moukani. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Bonsoir Laetitia, bonsoir à tous. Bonsoir, Donc, Léa. je n'ai pas de bonsoir. questions, j'ai plus comment ça s'appelle, des contributions en termes d'enrichissement par rapport à la question sur la durabilité et la notion de forêt durable. Au Gabon, on a 88% de couverts forestiers, c'est vrai, mais on a aussi une exploitation forestière intense, mais sous aménagement durable. En fait, on a des concessions forestières sous aménagement durable. Chez nous, au Gabon, on doit prendre en compte le plan de faune dans une concession forestière et il y a aussi le suivi des cours d'eau et la taille des arbres. Ce sont des critères en fait de durabilité. On ne doit pas couper les arbres euh, qui ne remplissent pas les paramètres indiqués par la loi ou la législation gabonaise en termes d'exploitation forestière. Et donc, ça nous permet d'avoir des forêts plus ou moins intactes. Et maintenant, pour l'exposé de M. Mohamed, je pense que c'était un très bel exposé et je remercie déjà Af- Africa Square, Screen. Sorry. Et donc, je pense qu'il y a un accent qu'on doit mettre sur les communautés locales qui font en sorte, surtout pour nous, dans le bassin du Congo, qui ont fait en sorte que ces forêts aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui perdurent. Mais malheureusement, dans les débats, que ça soit au niveau national ou international, il y a que les gens pensent que les forêts sont là, sans pourtant qu'il y ait des gens. On a des communautés qui dépendent foncièrement des forêts, surtout nos forêts tropicales. J'ai bien vu qu'il a énuméré les services écosystémiques, mais il y a aussi la question des terres, la question foncière. On a par exemple les aires protégées qu'on veut mettre, mais on a les peuples autochtones. Les peuples autochtones, on a différents groupes ici. On a les Babongo, les Bakoya, les Baka, etc. Ce sont des peuples foncièrement attachés à la forêt. Et donc, dans tout ce qu'il y a comme réflexion sur les forêts, même si on doit prendre pour moi, on ne doit pas prendre la forêt comme étant un écosystème isolé, mais de façon holistique. À terme, on sait qu'on doit intégrer d'autres composantes qui interagissent dans la forêt. C'est bien de la volonté de ces communautés que les forêts au Gabon aujourd'hui ou dans le bassin du Congo sont là. S'il n'y avait pas un engagement depuis longtemps, il n'y aurait plus ces forêts. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à tous, autant que nous sommes tous les acteurs, à redéfinir la place qu'on doit donner aux communautés locales, autant bien aux communautés dites peuples autochtones qu'à d'autres communautés bantoues, pour tout ce qu'il y a comme bénéfice écosystémique. On a aujourd'hui, là, dans son exposé, montré, comment ça s'appelle, les impacts liés, les impacts sur la forêt. La question de la démographie
et la question de la gouvernance, la question de, comment ça s'appelle, de l'employabilité doivent revenir au centre des débats pour que on arrive à avoir des forêts durablement gérées. Parce que si on a une démographie, donc il y a une démographie non maîtrisée, on aura des besoins également à fusion. Et donc, on aura forcément dégradation des forêts. Donc, ce sont des questions sur lesquelles, malheureusement, on est tenu aujourd'hui, pour ce qui est du cas du bassin du Congo, il faut qu'on arrive à définir un cadre parce qu'on ne peut pas aussi garder les forêts sans pourtant qu'il y ait des bénéfices liés à ces forêts. Donc, pour moi, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à discuter d'un cadre socio-économique lié aux forêts, surtout celles enfin, surtout celles découlant du bassin du Congo. Comment on a une population, mais qui est très appauvrie, mais qui vit dans ces forêts ou qui vit à proximité de ces forêts, mais on est dans une préservation continue. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui les communautés nous posent des questions, à savoir pour qui on conserve ou pour qui on protège. Et donc, quand on commence à avoir de ces interrogations, on commence à voir qu'il y aura bientôt des résistances à tout ce qu'il y aura comme politique de conservation, même si on met des législations fortes, mais si on a une population qui est pauvre, on aura des problèmes à avoir des forêts durables. Alors que la forêt, on l'a bien vu dans l'exposé, c'est vraiment le moteur de la vie pour toute l'humanité. Donc, c'était ça un peu ma contribution. Vraiment qu'on réfléchisse sur le, euh, les, les- le cadre de développement socio-économique et la place des communautés et la conservation des forêts. Merci beaucoup. Merci, docteur Moukani. Ça a l'air de vraiment être une grande mission, pouvoir mettre tout ça ensemble et puis aller de l'avant. Mais bon, je me dis, c'est faisable, c'est possible avec beaucoup de travail. C'est pas impossible. Le point que vous avez soulevé, Léa, est vraiment très pertinent. Le fait que souvent, on a l'impression que ces forêts ont été préservées jusqu'à présent par hasard et on oublie qu'il y a des peuples indigènes qui ont des pratiques, en fait, qui ont permis, en fait, de préserver ces forêts jusqu'à présent. Et je pense que c'est dû surtout au fait que on n'a personne, en fait, on ne connaît pas, on ne sait pas comment est-ce que, bon, de dire on ne sait pas, c'est peut-être trop, mais peut-être qu'on n'a pas assez de conférences ou de présentations qui parlent, en fait, de ces peuples autochtones, là, les pratiques qu'ils ont, en fait, de toute cette connaissance indigène là qui a fait en sorte que les forêts puissent être préservées jusqu'à présent. Et je pense que donc on a vraiment besoin sur cette plateforme de ce genre de présentation. Et si vous êtes un expert dans ce domaine, s'il vous plaît, contactez-nous, laissez votre email dans le chat box si vous pouvez venir parler vraiment de cette connaissance indigène là qui jusqu'à présent a fait en sorte que les pays comme le Gabon aujourd'hui ont toujours 88% de forêts, de leurs forêts vierges. Je vais donc donner la parole à Monsieur Nestor. Et après Monsieur Nestor, je pense qu'il y a des questions dans le chat box. Je vais lire ces questions. Monsieur Nestor, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Ok, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, je suis ravi de participer à cette réunion qui a été organisée par Bioforest et ses alliés. Je suis Niatiti Mba Nestor, le responsable du cercle des ingénieurs agronomes Congo. Depuis un laps de temps, nous œuvrons sur la promotion de la vie agronomique dans la République démocratique du Congo. Alors, étant donné que c'est la journée mondiale de la protection, je ne sais moi, des forêts ou de la conservation, comme un de nos chercheurs l'a souligné. Alors, je voulais aussi emboîter le pas, parce que la madame qui vient de parler précédemment a mis du doigt sur les communautés locales. Alors, nous avons plusieurs problèmes, tels que chez nous ici au Congo, dans les Mayombe, là où je grandis, nous avons un problème de l'agriculture itinérante sauterelle. Une fois, j'essaie de parler avec plusieurs agronomes de la place, qui sont de notre structure, qui m'ont euh, qui m'ont échangé en me disant que la pratique, c'est depuis la nuit des temps.
nos agriculteurs l'utilisent depuis belle lurette. Et on essayait d'un peu de réfléchir sur comment allons-nous nous faire pour essayer de éradiquer ce système. Mais on nous dit que c'est de la mentalité. J'aimerais juste te demander si au sein de notre forum ici, on peut même avoir des idées ou des innovations sur comment éviter l'agriculture itinérante sur Préli. Parce que nous sommes devant une situation où nous devons produire plus pour nourrir la population. Mais on est devant une logique où nous devons aussi conserver cette forêt. Alors, avec les enjeux qui sont tout autour, pardon, quelles sont en fait les perspectives que nous devons suivre en tant que chercheurs, ingénieurs agronomes pratiquants et gestionnaires même des ressources naturelles. Merci. Euh, Monsieur Ben Mohamed, euh, vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez pu suivre la question. Alors, merci pour votre question, Monsieur Nestor. Bon, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, si vous parlez des peuples autochtones et le problème de l'alimentation pour le riverain des forêts. Je Exact. crois, euh, je crois que ça, c'est un problème qui est, c'est-à-dire que se pose presque partout dans le monde concernant les riverains des forêts. Et, euh, et chaque pays, il a, bon, je parle par exemple de la Tunisie, nous avons un code forestier qui limite les activités dans les forêts, qui limite les zones à cultiver, par exemple, comme des clairières dans les forêts, mais ça dépend des forêts, c'est-à-dire qui existent. Est-ce que ce sont des forêts qui se sont considérées comme domaine de l'État ou bien des forêts privées? Pour vous, je crois que ce sont presque tout, comme chez nous, ce sont des forêts domaniales. Ce sont des forêts qui appartiennent à l'État, c'est ça, non? Alors, je crois que, c'est-à-dire, comme elle a parlé, c'est-à-dire, je rejoins, c'est-à-dire, mon avis à l'avis de docteur Boukani, c'est de faire participer le peuple autochtone, de faire participer la population pour la conservation de ces forêts, c'est-à-dire l'approche participative, en tenant compte bien sûr c'est-à-dire du côté socio-économique et c'est-à-dire d'intégrer la population dans la gouvernance. Je ne sais pas, peut-être par des associations agroforestières, peut-être par des communautés, c'est-à-dire c'est-à-dire suivant l'état de la communauté, riveraine de forêt. Je crois que c'est-à-dire c'est eux, avec bien sûr les décideurs politiques, avec les chercheurs, ils vont c'est-à-dire se rassembler et voir une stratégie qui est adéquate pour chaque pays. Et Monsieur Angalik Yana, vous voulez apporter vous voulez apporter un commentaire ou poser une question? En fait, j'ai apporté un commentaire par rapport à la question de Yves. C'est juste une contribution. En fait, je suis congolais comme lui, mais chez nous en RDC, par rapport à ces préoccupations, j'ai des mécanismes. Il faut autonomiser les communautés, rendre les communautés responsables de la gestion de leurs forêts à travers la foresterie communautaire, mais aussi pour lutter contre l'agriculture sur le brûlis, il faut la vulgarisation et l'adoption de l'agroécologie. C'est peu ça comme contribution. Ok, merci. Je vois aussi que Monsieur Josué Ngombe est un peu allé dans ce sens-là. Vous voulez peut-être apporter une contribution, Monsieur José. Vous pouvez ouvrir votre micro. Soyez juste bref. Bon, je crois que j'ai tout mis dans le chat. Je vais peut-être conseiller à mon ami de Mayombe de rechercher la thèse du professeur Michel Mbumba de la RDC qui a travaillé sur la région de Mayombe.
qui a démontré que l'une des solutions serait l'agroforesterie. Mais aussi, comme le collègue vient de parler, on peut aussi migrer vers les techniques d'agroécologie, notamment la permaculture. Tout ça, ça permet. Parce que pourquoi les gens font l'agriculture itinérante sur Brili, c'est pour rechercher les zones riches. Alors, lorsqu'on arrive à maintenir les terres riches en matière organique, je ne vois pas les gens, comment est-ce qu'ils vont aller encore chercher des endroits brûlés pour avoir les minéraux. Donc, c'est ça un peu ce que j'avais comme ajout, mais j'ai mis tout dans le chat. Merci. Ok, oui. Je vois ici, vous avez mis dans le chat box, l'agroforesterie est la solution pour l'agriculture itinéraire sur brûlis. On peut ajouter la permaculture ou toute autre approche de l'agriculture biologique. Le prof Michel Mbumba en a largement parlé dans sa thèse, l'agroforesterie pour le Mayombe est l'alternative pour résoudre ce souci. Ok, je vais donner la parole à Monsieur Nestor. Merci d'être bref si vous avez une question ou si vous avez un commentaire. Ok, je suis tellement ravi de toutes les questions qui ont été répondues. Donc, vais- je vais notamment aller voir la thèse du professeur Michel Mumba. Donc, je suis tellement flatté. Merci. Ok, merci beaucoup pour cette intervention. Je vais donner la parole à Monsieur Gradingay. Soyez bref, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro, vous pouvez prendre la parole. Ok, merci beaucoup, madame, pour la parole. Je suis très ravi de cette initiative. Moi, c'est M. Kradi, je suis un ingénieur environnementaliste, également de l'Université de Kinshasa. Euh, Actuellement, j'évolue dans le secteur des énergies renouvelables. Alors, tout le monde, nous savons que la gestion durable des forêts reste une approche de l'exploitation forestière qui vise à préserver les ressources forestières, tout en répondant aux besoins économiques, socio-environnementaux des générations actuelles et futures. Alors, ma question était de savoir, plusieurs pays encouragent l'utilisation des énergies alternatives pour réduire la dépendance au bois des chauffe. Par exemple, pensez-vous que ces solutions sont réalistes et accessibles pour les populations rurales? Ou encore, comment accélérer cette transition énergétique sans creuser les inégalités? Aujourd'hui, en RDC, 80% ou 90, si je peux encore augmenter, 90% de la population, par exemple congolaise, n'ont pas accès à l'énergie. Et cela crée une forte pression euh, aux ressources naturelles. Alors, comment est-ce qu'on peut accélérer cette transition, par exemple énergétique, sans creuser les inégalités? C'est-à-dire, est-ce que la population ou les populations locales ont des alternatives pour ne pas mettre la pression au niveau des forêts et comment est-ce qu'on peut pallier à cette situation? Voilà un peu ma question. Merci beaucoup. Monsieur Ben Mohamed? Oui, merci pour cette question. Bon, c'est-à-dire le problème de bois de chauffe, ça existe partout en Afrique, hein. Alors, je ne sais pas, c'est-à-dire ça revient à la réglementation chez vous. Est-ce que, c'est-à-dire, par exemple, chez nous, il y a les usagers des forêts peuvent utiliser, bon, c'est-à-dire, avoir une quantité de bois de chauffe de la forêt exploitée à un tarif qui est minime. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais je crois, c'est-à-dire, il y a, concernant l'énergie, c'est-à-dire, qui va remplacer, c'est-à-dire, le bois de chauffe, ça revient, je crois, aux décideurs chez vous, là. Je ne peux pas répondre sincèrement sur cette question parce que, est-ce que, c'est-à-dire, la situation économique c'est-à-dire de la population permet, c'est-à-dire d'acquérir ces moyens d'énergie ou non. Et est-ce que, c'est-à-dire votre réglementation, c'est-à-dire c'est-à-dire ou bien prend cette initiative pour
conserver les forêts chez vous? Ça, c'est sincèrement, je peux pas répondre, c'est-à-dire à cette question. Mais comme je vous ai dit, chez nous, c'est-à-dire par exemple en Tunisie, il y a les usagers de forêt. Bon, ils ont le droit c'est-à-dire d'avoir une quantité de bois de chauffe de la quantité exploitée par l'État. Ok, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur Abishai K, au micro. Monsieur Abishai. Oui, merci Madame pour la parole. Je suis Abishai Katembo-Vihabwa. Je suis chercheur en production végétale et amélioration de plantes à l'Université adventiste de Lukanga, c'est en RDC. J'ai une petite question, du coup que je ne suis pas tellement spécialiste dans cette matière de foresterie. La question concerne la deuxième présentation. Je veux savoir si il existe une norme pour l'exploitation d'une forêt. Quelle est la quantité d'arbres à couper à une superficie donnée par an? C'est ça la petite question. Ok, merci. Question très pertinente. Merci pour cette question. Pour l'exploitation annuelle, c'est-à-dire il n'y a pas bon, c'est-à-dire ça sera suivant un programme. Par exemple, chez nous en Tunisie, il y a un programme annuel pour l'exploitation forestière concernant, c'est-à-dire les parcelles qui seront, c'est-à-dire mis à la disposition pour l'exploitation. Alors, pour le nombre d'arbres, il n'y a pas, c'est-à-dire c'est suivant le plan. Il y a un plan forestier et qu'on appelle aussi un plan d'aménagement forestier. C'est sur ce plan, c'est-à-dire qu'on fait l'exploitation, euh, que l'exploitation sera faite. C'est-à-dire sur ce plan d'aménagement, qu'on exécute l'exploitation. Et c'est pour cela qu'on a parlé tout à l'heure de martelage parmi c'est-à-dire les activités sylvicoles, c'est le martelage, c'est-à-dire on désigne les arbres qui vont être exploités ou bien qui vont être coupés, soit, c'est-à-dire ces arbres suivant, c'est-à-dire la demande qu'on a besoin des arbres qui sont, c'est-à-dire robustes, ou bien c'est une coupe sanitaire. Si c'est une coupe sanitaire, ça va être toute la parcelle. Si la parcelle, par exemple, est endommagée, ou bien il est attaqué, par exemple, par les scolytes, ou bien il y a un dépérissement, ça va être toute la parcelle. Il n'y a pas d'exception de laisser un arbre. Alors, si pour l'exploitation normale, ça dépend, comme je vous ai dit, de plans d'aménagement, de plans forestiers, parce que les forêts qui se sont aménagées, il y a un plan qui sera, c'est-à-dire révisé chaque 10 ans avec un inventaire et les espèces ou bien les arbres qui vont être exploités seront indiqués par le martelage et euh, se sont exploités. Merci beaucoup, Monsieur Ben Mohamed. Nous sommes arrivés à la fin du premier jour de la célébration de la Si, Journée si vous internationale. permettez, Laetitia, s'il vous plaît, il y a une question que j'ai vue tout à l'heure sur le chat. Comment expliquer à un enfant la gestion durable? On a un seul mot, c'est-à-dire, voilà, euh, on- avec une simple phrase, de garder la verdure de sol, de garder le couvert végétal. C'est ça, je crois, une petite phrase est simple, c'est de dire à l'enfant ou bien à l'élève, essaye de garder le couvert végétal. Ok, merci pour cette précision, Monsieur Ben Mohamed. Comme je disais tantôt, on est arrivé à la fin de cette journée de la célébration de la Journée internationale des forêts.